Merci à tous de m'inviter et de me donner cette occasion. Alors oui, je suis un universitaire, mais je dirais que l'université, c'est un métier qui existe depuis des siècles et des siècles. Ça fait très longtemps qu'il y en a des universitaires. Et je suis très heureux qu'on soit ici avec le corps d'État, avec l'université, avec l'agriculture, avec les chambres de commerce et d'industrie, pour réfléchir à un sujet qui, de mon point de vue, est extrêmement important. J'ai bien apprécié l'intervention de Michel pour parler des salariés. Je suis moi-même un salarié de la fonction publique. Mais on parle toujours des salariés quand il s'agit de santé au travail. Et la santé au travail a été inventée pour les salariés. Je dirais même qu'elle a été inventée pour les ouvriers. C'est un dénommé Villermé qui, en 1840, s'intéresse à la santé physique et morale, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de santé mentale, des ouvriers. Et il avait raison, il fallait commencer par les ouvriers. Et puis, de fil en aiguille, il y a eu la loi de Zouaï, il y a eu l'institution des services de santé au travail, et on a tout fait pour préserver la santé des salariés. Mais du coup, on a oublié qui ? Les travailleurs non salariés. Parce qu'ils ne sont peut-être pas salariés, mais ils sont travailleurs. Et les travailleurs non salariés, c'est 3 millions de personnes en France. J'entends par là les agriculteurs, mais j'oublie pas les artisans, je n'oublie pas les commerçants, je n'oublie pas les professions libérales. Parce qu'un expert comptable, c'est aussi un chef d'entreprise. Il paye l'URSSAF, il cotise au RSI, lui. Il est dans des problématiques d'exploitation. Lui aussi, il a des problèmes de trésorerie. Il a des salariés à faire vivre. Tout ce monde-là, c'est 3 millions de personnes. Et voyez-vous, si je devais me présenter, je dirais que je suis un PMiste. C'est un mot que j'ai éprouvé le besoin d'inventer. Parce que je me suis toujours, depuis 30 ans que j'enseigne, je suis déjà un vieux prof, je me suis toujours intéressé aux PME, aux TPE et aux indépendants. Et si je vous dis ça, c'est parce que quand on est en économie, être PMiste, c'est déjà être un minoritaire. Parce que quand je regarde mes collègues professeurs d'économie, ils sont professeurs d'économie internationale, d'économie européenne, d'économie du travail, d'économie monétaire. Mais si vous regardez bien, l'économie est une science qui s'est construite d'abord et avant tout sur le modèle des grandes entreprises. Et quand je dis ça, j'en prendrai pour preuve de ma fille aînée, qui l'an dernier en première a eu des cours d'initiation économique et sociale. Qu'est-ce qu'on lui a enseigné ? On lui a enseigné le taylorisme. Taylor. Frédéric Winslow Taylor, l'américain, qui était ingénieur et un homme méritant. Parce qu'il a commencé, il était apprenti. Il a gravi tous les échelons de la promotion sociale. Il a fini directeur général. Mais Taylor, quand il va théoriser le management moderne, vous croyez que c'était un homme qui avait une connaissance des PME ? Toute sa vie, il a travaillé dans l'acier. Les aciéries, vous imaginez ? On fait mieux comme PME. Il y a un deuxième auteur qui est considéré comme un théoricien du management moderne. Et j'aime bien le rappeler parce que c'est un Français. De temps en temps, il faut savoir être un peu cocardier aussi. Parce qu'on croit toujours que ce sont les Américains qui ont inventé le management. Cet homme, en 1916, a 72 ans. Il finira sa vie à l'école des mines de Saint-Étienne. Enfin, j'allais dire à 2 pas d'ici. Enfin, vu de Montpellier. Peut-être que pour vous, Saint-Étienne, c'est loin. Mais, Henri Fayol, parce que c'est lui dont je parle, va lancer les bases du management moderne. Mais Henri Fayol, vous savez quel métier il a exercé toute sa vie ? Il était directeur général des mines de Commentry. Commentry à côté de Montluçon. Montluçon, pas très loin de Clermont-Ferrand. Vous voyez mieux ? Très bien, voilà. Et donc cet homme, quand il écrit ses ouvrages, il écrit ce qui lui a été donné à vivre et à voir, toujours des histoires de grands groupes. Et quand je dis ça, je suis fier pour mon pays d'avoir des groupes comme Michelin, comme Peugeot. Je ne suis pas de ceux qui disent que les grands seraient des méchants et les petits des gentils. Ce n'est pas mon propos. Mais je dis simplement qu'après, on lui a appris le Fordisme. Mais le Fordisme, c'est Ford.
Et puis après, on lui a dit qu'on est passé à du juste à temps. Alors on est passé du Fordisme au Toyotisme. Mais Toyota, c'est encore un géant. Et puis après, on lui a dit, maintenant, on est à l'ère numérique, alors. Vous voyez? Vous voyez là? Je m'emporte. C'est surtout le micro qui s'est emporté. Et on lui a dit que le numérique, c'est l'ère de l'ubérisation. Mais Uber, c'est tout sauf une PME. Et puis on lui dit, attention, maintenant, c'est les GAFA. Google, Amazon, Facebook, Apple. C'est très bien. Les grands groupes, ils constituent 4,5 millions d'emplois en France. Et il y en a au total 243. On parle toujours du CAC 40. Il y a 243 entreprises en France qui ont plus de 5000 salariés. C'est pas rien. Mais quand je regarde les PME qui correspondent à 99,84% des entreprises en France, vous avez bien entendu, hein, 99,84% des entreprises en France sont des PME. Eh bien, ces PME-là, elles constituent 7 millions d'emplois. 7. 4,5 en face. Et permettez-moi de rajouter un chiffre que trop souvent les économistes du travail oublient. C'est les travailleurs non salariés. Parce que quand vous regardez les chiffres de l'INSEE, ils ne parlent que des emplois salariés. Mais dans les PME, les exploitants agricoles, les artisans, les commerçants, les professions libérales, ce sont des hommes et des femmes qui sont à leur compte. Ce sont des travailleurs non salariés, mais ils travaillent, que je sache. Et puis ils ne sont pas aux 35 heures. Ils travaillent parfois le double. Et parfois même au-delà. Ils sont 3 millions, je vous l'ai dit. Donc en vérité, la PME, c'est 10 millions d'emplois. 10 millions d'emplois, 4,5 dans les grands groupes. Et n'oublions pas, monsieur le préfet, la fonction publique. Nous sommes 5,5 millions. C'est pas mal. Hein. On est un pays où il y a pas mal de... Enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Mais nous sommes nombreux. Enfin, on est très nombreux, mais 4,5, 5,5, ça fait 10. La PME, dans toutes ses formes, elle pèse autant que tout le reste de l'économie. Et la PME représente à peu près 50 à 55% du PIB. Et pourtant, quand on regarde l'enseignement de l'économie, quand on regarde l'enseignement du management, que ce soit chez M. Restineau à Paris, à HEC, à l'ESSEC, à l'ESCP, ou même à l'EM-Lyon, où j'ai été prof pendant 13 ans, qui est une école d'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Mais quand même, mes collègues, pour la plupart, sont des profs de marketing, des profs de GRH, des profs de finance. Et ce découpage par fonction, il correspond au modèle Orensol des grands groupes. Mais quand on est dans une PME ou dans une TPE, vous croyez que l'exploitant, il a un DRH? Vous croyez qu'il a un directeur financier? Vous croyez qu'il a un DIRCAB ou un DIRCOM? Un CODIR ou un CODEX? Le monde de la PME et le monde de la TPE est un monde qui fonctionne sur un modèle organisationnel spécifique, différent. Sauf que les théorisations, pour l'essentiel, que ce soit le keynésianisme, Keynes qui disait la force d'une économie, c'est la relance par l'État, ou même le marxisme, je vous défie de trouver dans l'analyse marxiste une page censée sur les PME. Hein. Le marxisme, c'est la dénonciation du grand capital. Et d'ailleurs, Marx disait, avec Engels, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de la lutte des classes. Et pour qu'il y ait lutte des classes, il vous faut des riches et des pauvres. Des très très riches et des très très pauvres. Le problème, c'est que la PME, c'est la classe moyenne. Et la classe moyenne, ça les rend dingues, les marxistes. Je vous assure. J'ai un petit texte de Mao Tse-tung qui dit comment va-t-on essayer d'agripper certains membres de cette classe moyenne pour les faire rentrer dans la révolution prolétarienne. Mais je peux vous garantir que depuis 30 ans que j'enseigne l'économie et le management, les PMistes sont minoritaires. Alors oui, aujourd'hui, il y a quand même un regain d'entrepreneuriat. Il y a quelques professeurs d'entrepreneuriat. Il y a même un LABEX Entreprendre, où on a invité il y a 6 mois M. Restineau, qui nous avait fait aussi l'amitié de venir. Mais on reste quand même des minoritaires. Et ça, c'est peut-être le préalable à mon propos. Parce que le jour où je me suis intéressé à la santé des patrons, à la santé des dirigeants, qu'ils soient patrons d'exploitation agricole ou viticole, je suis d'Occitanie, qu'ils soient artisans ou commerçants, eh bien, je n'ai rien trouvé. Et je m'étais même amusé à dire, il y a 7 ans, il y a plus de statistiques sur la santé des baleines bleues que des entrepreneurs. Ah oui. Et c'est tout en l'honneur de notre pays
et de notre société de s'intéresser à la santé des baleines bleues. Mais la santé des indépendants, rien. Rien du tout. Et les rares études épidémiologiques qui s'intéressent à la santé au travail sont extrêmement soucieuses de distinguer les ouvriers qualifiés et les ouvriers non qualifiés, de les distinguer des employés et des cadres, de les distinguer des cadres supérieurs. Et puis après, vous avez dans la même case agriculteurs, artisans, commerçants, professions libérales, chefs d'entreprise. Tout est mélangé. Comme si être exploitant agricole, c'était la même chose que d'être artisan. Comme si un tailleur de pierre, c'était la même vie qu'un notaire. C'est-à-dire qu'en fait, notre société a construit des acquis sociaux, et c'est très bien. Mon propos n'est pas d'opposer le salariat au patronat, surtout pas en PME. Surtout pas en PME. La thèse de la lutte des classes ne fonctionne pas dans une exploitation où il y a 4 personnes. Où le patron, comme on dit, il côtoie en permanence les gens avec qui il travaille. Et d'ailleurs, licencier une personne dans une PME, c'est une autre paire de manches, curieusement, que de fermer une usine de 500 personnes quand on est le numéro 1 de Renault et que l'usine est à Vilvoorde, à côté de Bruxelles. Parce qu'à ce moment-là, et j'ai interrogé Schweitzer, l'ancien numéro 1 de Renault, il dit, mais finalement, on a pris une décision à plusieurs. Et puis j'ai convoqué le DRH du groupe. Et puis après, on a convoqué le DRH du site. Et puis après, on a fait appel à des sociétés d'outplacement, comme on dit. Et par le jeu de la division du travail, il y a ceux qui décident de fermer une usine et il y a ceux qui exécutent la basse besogne. Mais quand on est dans une TPE, dans une exploitation agricole, où hélas, vous devez licencier un de vos collaborateurs avec qui vous travaillez depuis 20 ans, dont les enfants sont dans la même école que vos propres enfants, qu'est-ce que vous faites? Ben, je vais vous dire ce que vous faites. Vous convoquez le DRH du groupe. Et puis après, vous convoquez le DRH du site. Et puis après, vous faites appel à des sociétés d'outplacement, n'est-ce pas? Non, mais ne riez pas. Parce que quand je dis ça à la fac, mes étudiants, ils continuent à écrire. Je leur dis, non, mais attendez, je rigolais. Ça ne se passe pas comme ça dans une PME. Non, mais c'est pour vous dire la méconnaissance dans notre pays de la spécificité de la PME. J'affirme ici qu'un jour, il faudra peut-être créer un droit de la PME. Un droit de la majorité silencieuse, en fait. Ah ouais, c'est pas une mince affaire, cette affaire-là. Je suis actuellement en train de travailler avec des juristes pour essayer. À Nantes, on a fait un colloque là-dessus. C'est pas simple. Mais peut-être qu'un jour, il faudra reconnaître les spécificités de l'exploitation agricole, mais quand je dis exploitation agricole, de la PME en général. Parce que c'est vrai qu'en France, on aime se diviser. Chambre d'agriculture, chambre des métiers, j'y étais avant-hier, chambre de commerce. Mais pour moi, vous êtes tous les mêmes. Que vous soyez agriculteur, artisan ou industriel, un problème de trésorerie, ça vous empêche de dormir. Quel que soit votre secteur. Mais on voit bien que cette division, qui est presque ancestrale, elle nuit à l'unité patronale. Elle nuit à la voix de la PME. Et quelque part, peut-être dans ce diviser pour mieux régner, eh bien, je dirais, nos élites, dont je veux croire que ce sont des hommes et des femmes de bonne volonté, je veux croire que nos élites sont des hommes et des femmes de bonne volonté, mais c'est vrai que les représentations qu'on se fait du monde est souvent marquée de l'empreinte des grands groupes. Je vais prendre un exemple de ce que j'appelle un effet Gulliver. J'appelle l'effet Gulliver un biais de représentation du monde à partir des géants. Le compte de pénibilité. Est-ce que vous en avez entendu parler? Ça vous concerne? Moi, aujourd'hui, en tant que président d'association, j'ai 3 salariés. Ça me concerne aussi. Alors, j'ai regardé le compte de pénibilité. Bon, d'abord, je me suis dit, est-ce que je suis capable de le remplir pour moi-même? Mais de vous à moi. Et je dis ça sans aucune ironie, monsieur le préfet, vous pouvez ne pas m'écouter. Mais combien de fois dans l'année j'ai eu froid, j'ai eu chaud, j'ai porté des poids, mais je suis incapable de le répondre sur moi. Mais on me demande de répondre pour chacun de mes salariés. Alors ça part toujours d'un bon sentiment. On a allongé l'âge de la retraite. Eh bien, pour faire compensation, il fallait peut-être tenir de la pénibilité de certains métiers. Ça part toujours d'un bon sentiment, bien sûr. Sauf que les questions sont toujours assez négatives quand même. C'est-à-dire que l'image que l'on renvoie du travail, c'est la pénibilité. Vous imaginez, vous avez un apprenti qui est venu chez vous, il s'est régalé. Au moment de partir, il dit, jeune, j'ai oublié.
Tiens, reviens. Combien de fois tu as porté des poids? Combien de fois tu as eu chaud? Combien de fois tu étais en hauteur? Non. Mais à la fin du questionnaire, le jeune, il va vous dire, putain, je m'en étais pas rendu compte. J'ai fait un boulot de merde. Ben oui. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des effets questionnaires. Si je ne vous pose que des questions négatives sur le travail, je ne vous donne une image négative du travail. Or, le travail, c'est aussi l'ouvrage. C'est aussi le chef-d'œuvre. C'est aussi l'ouvrage qui nourrit une personne. Les artisans vous diront, je me nourris du travail bien fait. Et je pense qu'un agriculteur peut être fier de ses exploitations. La notion de fierté est une notion qui traverse tout le monde patronal. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que la fierté est une émotion positive. Et que les émotions positives, ce sont des émotions qui sont bonnes pour la santé. Mais on voit bien qu'on donne une image hyper négative du travail. Sauf que deuxième effet, l'effet Gulliver. Imaginez le numéro 1 de Renault, Carlos Ghosn, qui apprend, c'était quoi, il y a 6 mois, il y a 1 an? Je crois que c'était Manuel Valls qui était Premier ministre, élu la loi. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il convoque son DRH. Et il dit, voilà, on est 130 000. Combien de temps il me faut par tête de pipe pour faire un compte de pénibilité? Mettons 24 minutes. Embauchez-moi 20 personnes. Et c'est terminé. Et à ce jeu-là, les grands groupes seront toujours les bons élèves de la République. On peut même imaginer Carlos Ghosn appeler Matignon pour dire que ça y est, il a résolu le compte de pénibilité. Je l'imagine d'ici. Allô, Manuel, c'est Carlos. Très bien. Ça marche avec Peugeot aussi. Il n'y a que des Carlos. Hein, Vous êtes un exploitant agricole ou un viticulteur, comme il y en a beaucoup chez moi. Vous avez 5 salariés. Qu'est-ce que vous faites? Vous convoquez votre DRH? Enfin bref, c'est vous qui allez le remplir. Et quand on... Vous savez, quand on ne comprend pas les questions qu'on nous pose, qu'est-ce qu'on fait? Je vous pose la question. Quand on ne comprend pas les questions qu'on vous pose, qu'est-ce que vous faites? Vous ne répondez pas. Oui, mais si vous ne répondez pas, on va vous envoyer Gérard. Gérard Filoche, inspecteur du travail. Je crois que c'était présenté aux primaires pour le Parti Socialiste. J'ai regretté qu'il n'y aille pas. J'avais trouvé un slogan, moi. Avec Gérard, la France, c'est Filoche. Mais bon, il m'a enlevé ce plaisir. Waouh, je dis ça en rigolant. Je jette la pierre à personne. Mais il va vous dire, et il aura raison, la loi, elle s'impose à tous. Au nom de la République, c'est l'égalité. Le problème, c'est qu'en France, on confond l'égalité et la justice. Permettez-moi de vous dire une chose. Entre l'égalité et la justice, je choisirai toujours la justice. Et quand on prend une loi qui est égale pour tous, mais dont tous n'ont pas les mêmes moyens pour y répondre, finalement, on finit par créer une injustice. Il y a des égalités injustes. Est-ce que vous trouvez juste que dans un service, que l'on travaille ou que l'on ne travaille pas, finalement, on est tous la même prime? C'est l'égalité. C'est peut-être injuste. Et je vais même oser dire qu'il y a parfois des injustices, ou plutôt des inégalités qui sont justes. Un homme ou une femme qui est à prendre des risques gagnera peut-être un peu plus que celui qui n'en prend pas. C'est inégal, mais c'est juste. Et puisqu'il y a un abbé ici, je pourrais m'inspirer de la parabole des talents qui montre qu'à un moment donné, il y en a un qui rapporte plus que l'autre, mais il a eu peut-être le souci de l'économie de faire fructifier ce qu'il avait. C'est inégal, mais c'est juste. Et je crois qu'il est très important de bien dissocier la question de l'égalité et la question de la justice. Et il faut tous lutter contre les inégalités injustes, bien évidemment. Mais ne confondons pas l'un avec l'autre. Et donc, j'arrive à mon sujet. La santé des travailleurs non salariés. J'ai déjà épuisé la moitié de mon temps. Mais il était important que je vous parle de la PME et de la TPE, parce que c'est curieusement un sujet extrêmement mineur dans les sciences économiques et managériales, et ça ne représente, vous me direz, que 99,84% des entreprises en France. Alors la santé, eh bien la santé des indépendants que vous êtes,
Elle commence par une phrase que j'ai entendue des centaines et des centaines de fois. C'est « Je n'ai pas le temps d'être malade ». Voilà. Vous entendez? Cette phrase, quels que soient les secteurs, que vous soyez agriculteur, que vous soyez artisan, que vous soyez commerçant, que vous soyez à la tête d'une start-up, eh bien c'est « Je n'ai pas le temps d'être malade ». J'en ai même certains qui me disent « Mais vous savez, je ne tombe malade que quand je suis en vacances ». Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que vous êtes en telle surcharge physique et mentale que le jour où vous relâchez, votre corps reprend ses droits. J'ai même un jour un homme, un artisan, je crois, du bâtiment, qui me dit « Mais moi, du coup, je ne prends plus de vacances. » Et il me le disait sur un ton mêlé de fierté. Non. Moi, je dis, il faut être capable, à un moment donné, de laisser reposer le corps et l'esprit. Mais on voit bien que, parfois même, j'ai entendu, ce qui est encore plus redoutable, des hommes et des femmes qui m'ont dit « Je n'ai pas le droit d'être malade. » Est-ce que vous voyez la nuance? Je n'ai pas le temps, c'est une chose, mais je n'ai pas le droit. J'ai presque envie de vous dire, mais de quel droit seriez-vous en dehors des lois de la biologie? C'est terrifiant. Et pourtant, certains le pensent. Et donc, du coup, vous imaginez bien que si vous le pensez, ça veut dire que vous êtes dans un déni. Ça veut dire que la question de la santé est une question qui est évacuée. Et pourtant, la question de la santé des dirigeants, c'est le premier capital immatériel de la PME. Je vais prendre 2-3 exemples bien connus que vous avez en tête. Est-ce que vous vous souvenez, quand vous savez l'Américain Steve Jobs est mort, l'impact sur l'action d'Apple, ça a été immédiat. L'action, elle a perdu combien? Est-ce que vous avez prêté attention à ça? Vous diriez combien? Mais ça a été instantané. 40%. 40% une fois. 40%. Non, je veux pas qu'il y ait de remords. Moins de 1%. Moins de 1%. Et vous savez pourquoi? Parce que les marchés financiers, on dit des fois, ils sont cyniques. Mais non, c'est pas ça. Parce que le marché financier se fout des mauvaises nouvelles. Ce que n'aiment pas les marchés financiers, ce sont les surprises. Or, la mort de Steve Jobs, c'était une mauvaise nouvelle. Mais ce n'était pas une surprise parce qu'il avait déjà annoncé en 2004 qu'il était atteint d'un cancer du pancréas. Il a tenu 7 ans avec ça. Mais le marché financier avait intégré. Alors je vais prendre maintenant un bon exemple. Nous sommes en 2006. Un dénommé Édouard Michelin se met en tête d'aller faire une partie de pêche. Et de vous à moi, pourquoi est-il pas venu chez moi, à Palavas-les-Flots, ou à la Grande Motte, où la mer est calme? Mais vous connaissez l'histoire. Il part en Bretagne et, hélas, il meurt noyé. Et là, c'est la mauvaise nouvelle et la surprise. On n'a rien vu venir. L'action Michelin a perdu combien? Elle a perdu combien? Instantanément. Vous diriez combien? 20%. Seulement? 20% une fois? 40% là. 40% une fois. Moins de 1%. Mais vous n'avez pas compris qu'il ne faut pas répondre à mes questions? Je vous ai dit que j'étais PMiste, non? Mais bon sang, Apple, Michelin, c'est tout sauf des PME. Quand Christophe de Margerie décède d'un accident d'avion à minuit à Moscou, 48 heures après, il est remplacé. Quand, plus tragique encore, si tant est que non, une mort n'est pas plus tragique qu'une autre mort. Mais Karl Steinschlotter, en Suisse, directeur général de Swisscom, met fin à ses jours. 48 heures, il est remplacé. Je prends un dernier exemple. Vous prenez un exploitant agricole qui se tue contre un platane. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez compris ce qui est pour moi une des plus belles théories du management des PME, qui a été forgée par le professeur Henri Mahé de Boislandel de l'Université de Montpellier. Je nomme la théorie de l'effet de grossissement. C'est-à-dire qu'un événement qui peut paraître anodin dans un grand groupe peut devenir cataclysmique dans une PME. Et paradoxalement, plus la taille est petite, plus la santé du dirigeant est importante, et paradoxalement,
plus la taille est petite et moins on a de connaissances sur ce monde-là. Vous comprenez pourquoi quand j'ai créé l'observatoire Amarok, qui est un mot esquimau, pour m'intéresser de manière épidémiologique à la santé des dirigeants non salariés, je me suis dit, mais bon sang, pourquoi n'a-t-on pas pensé à ça bien avant moi? Mais parce que moi je suis PMiste. Et c'est parce que je pense PME, certainement. Et quand j'ai parlé de ça à mes collègues de santé au travail, ils m'ont dit, ah mais c'est bien, mais c'est pas dans notre case. Puisque notre case, c'est la loi de Zweig. Vous comprenez? Ah, ça c'est ça qui est intéressant. C'est justement parfois de sortir des cases. Et c'est pour ça que je me réjouis ici, Chambre d'agriculture, de voir un président de chambre de commerce. Ça montre bien qu'on est effectivement dans une sorte d'interprofessionnalité, d'intermétier, d'intersecteur, mais qui fait cause commune pour réfléchir ensemble sur la santé des dirigeants. Alors, quels sont les risques psychosociaux auxquels sont confrontés les dirigeants, hommes comme femmes? Eh bien, Monsieur Lecâtre l'a dit, le stress. Mais ce qui est terrible, c'est que moi, j'ai des hommes et des femmes qui me disent « mais moi, j'aime le stress ». Et d'ailleurs, on ne retrouve pas que ça chez les patrons. On retrouve ça aussi chez les cadres et les cadres supérieurs. On retrouve ça aussi dans les grands serviteurs de l'État. Le stress, on fait avec. Beaucoup de gens sont confrontés, dès lors qu'on est en responsabilité, on est confronté, et puis parfois c'est un peu le challenge, alors on aime ça, mais ne comptez pas sur moi pour vous dire que vous avez raison. Parce que M. Lecâtre l'a bien dit, et je rajoute, et je conforte, qu'effectivement, aujourd'hui on a accumulé suffisamment de preuves qui montrent que vivre sans arrêt sous l'emprise du stress, c'est pas bon. Un pic de stress en soi, c'est pas gênant. Il y a quelque temps en arrière, j'étais chez M. Restineau à Paris. J'ai traversé les Champs-Élysées sans aucun stress, tranquille. Je suis de Montpellier. J'ai failli y passer. Hein. Oui. Si vous traversez les Champs-Élysées, vous mettre un peu stressé. Hein, et regardez à droite et à gauche. Hein. Ah oui, je vous le garantis. Bon, un pic, mais ça ne m'a pas tué. Écoutez, le réflexe m'a plutôt sauvé la vie. Mais si je devais, imaginons un garçon de café dont la terrasse serait en face, vous savez, qu'il soit obligé sans arrêt. Mais au bout d'une semaine, s'il ne meurt pas écrasé, il serait complètement épuisé. On voit bien, vivre sans arrêt, c'est la durée d'exposition. Deuxième facteur pathogène, la surcharge de travail. Et ça, on a les chiffres de la DARES. Les Français travaillent en moyenne 38,4 heures. Mais après, au-dessus, vous avez les cadres et les cadres supérieurs. Parce qu'on dit toujours les 35 heures et 35 heures, mais je dis toujours à mes étudiants, mais tous les Français ne travaillent pas aux 35 heures. Vous avez les cadres et les cadres supérieurs qui sont quasi chargés de mission, ils ne sont pas aux 35 heures. Ils ne comptent pas leurs heures, ces gens-là. Ils sont entre 45 et 50 heures. Mais au-dessus de ces gens-là, il y a encore une dernière catégorie. Agriculteurs, commerçants, artisans, professionnels libéraux, chefs d'entreprise, on est à 55 heures en moyenne. Donc en termes de surcharge, les indépendants sont, et de très loin, les plus gros travailleurs de France. Troisième facteur, et vous l'avez dit aussi, l'incertitude. Et je dirais que c'est ce qui fait la noblesse de votre métier et de vos fonctions. C'est que vous êtes soumis, je dirais, à une incertitude du carnet de commande, à une incertitude des prix en permanence. Moi qui suis fonctionnaire d'État, je connais mon salaire dans 5 ans. Je connais mon salaire dans 10 ans. Quand je vais voir le banquier, ils sont gentils avec moi, les banquiers. C'est vrai, qu'est-ce que vous racontiez tout à l'heure? Moi, avec moi, ils sont gentils. Mais parce que je présente une sécurité, enfin, sauf cataclysme grec. Bon, j'ose pas y croire. Hein. Je veux croire qu'on en est reparti, là, hein, sur une bonne dynamique. Alors, donc, du coup, un salarié d'État a quand même une sécurité d'emploi. Il peut toujours y avoir un licenciement, mais celui qui est indépendant, ou l'auto-entrepreneur, même qui se met à son compte tout seul, qui part de rien, vous croyez que ça tombe du ciel? Non, bien évidemment que non. Et enfin, le dernier facteur qui est le plus insidieux, c'est la solitude. La solitude. Et voyez-vous, je suis venu avec un petit livre, là, qui s'appelle « Vaincre les solitudes du dirigeant ». Si je vous en parle, c'est que vous pouvez tous télécharger gratuitement cet ouvrage. C'est une étude qui a été faite par la Banque publique d'investissement. Et Nicolas Dufourcq m'a demandé de superviser cette étude. Donc on l'a fait. On l'a publié il y a 6 mois.
Il y a des solutions. Mais je peux vous dire deux choses. J'ai mesuré la solitude chez les dirigeants. Et j'ai croisé ça avec des indicateurs de santé. Comme ils m'ont demandé de superviser l'étude, j'ai mis des indicateurs de santé sur le questionnaire. Je peux vous garantir que la solitude est un facteur pathogène. Je sais bien qu'on dit à la télé que le bonheur est dans les prés. Et d'ailleurs, c'est bien, parce que ça peut valoriser aussi. Et Top Chef, c'est bien aussi, ça valorise l'artisanat. Et je trouve que ces émissions-là ont au moins le mérite aussi de donner envie et de donner une image positive de ces secteurs-là. Donc, c'est très bien. Mais on sait aussi qu'il y a une réalité, vous l'avez dit. Vous avez rajouté d'ailleurs « et sa famille ». Et vous l'avez mis entre parenthèses. Et justement, moi avec vous, je dirais, il faut mettre « et sa famille » et enlever les parenthèses. Parce que c'est un élément qui est fondamental. Et pas que la famille. Et je sais que dans le monde agricole, le taux de syndicalisation est élevé. Mais vous avez raison. Et s'il y en avait qui n'étaient pas syndiqués, je vous le dis, syndiquez-vous. Et puis si les syndicats, vous ne les aimez pas, allez dans un club d'entrepreneurs, quels que soient les secteurs, mais ne restez pas seul. Monsieur Le Quatre l'a dit, je le répète, ne restez pas seul. Je pense qu'un jour, on parle toujours du leadership, mais je pense qu'un jour, il faudra inventer ce terme que je vous propose, qui est le second chip. Le second chip. Pour le dire en français, le secondement. Parce qu'on voit dans le chef, dans l'indépendant, le leader, le battant, eh bien, on voit celui ou celle qui ne se plaint jamais. Et dans le code de l'honneur, un chef ne se plaint pas. Il est rare de voir des chefs d'entreprise, quels que soient les secteurs, arriver le lundi matin et dire à leurs salariés, tiens, je ne me sens pas bien, continuez sans moi. Je reviendrai demain, peut-être. Non? Moi, beaucoup de dirigeants me disent, même malade, je vais travailler. On parle d'ailleurs de surprésentéisme. C'est l'inverse de l'absentéisme. C'est du surprésentéisme. On va bosser alors qu'on est malade. Et oui, mais au bout d'un moment, ça finit par user. Et alors, on fait tout pour les leaders. Hein. Dans toutes les écoles de commerce, il y a des cours de leadership. Ben, il y a rien sur ce que j'appelle le second chip. Et quand on regarde la langue française, cette langue magnifique, ben, le mot second est toujours connoté. Un second couteau. Un second rôle. Ou alors une eau seconde en chimie. Vous savez ce que c'est? C'est une eau qui est affadie. Le second est toujours péjoratif. C'est le premier des vaincus. Eh bien non, il faut valoriser aussi les seconds. Et il faut développer les capacités de secondement. Pour le dire autrement, Pierre complète Jésus. Ou pour le dire autrement, Tigana complète Platini. Ou pour le dire encore différemment, qu'aurait été Napoléon sans Berthier? Qu'aurait été Napoléon sans le maréchal Ney? Le second complète. Et le second, ce n'est pas un deuxième. Nous devons réfléchir ensemble à une théorie du second chip. Des fois, je me mets à rêver à écrire les 10 secondements. Ouais. Oui, mais il faudra un jour peut-être réfléchir à ça. Parce qu'on développe chez nos futurs agriculteurs l'idée du leader. C'est très bien, on a besoin de leader. Mais il faut aussi développer les capacités de cet homme et de cette femme qui a en charge de réfléchir à ses propres filets de sécurité. Et c'est à vous de les construire. Ce n'est pas uniquement de s'entourer. Je parle d'autre chose de plus, c'est de savoir s'entourer. Vous voyez la nuance? C'est ça que j'appelle le second type. Parce que la solitude, ça tue. La solitude, ça altère la santé. Alors j'arrive à la fin quasiment de mon propos, mais vous avez compris que si je m'arrêtais là, le stress, l'incertitude, la solitude, la surcharge de travail, vous avez compris quelle était l'hypothèse de mon observatoire? Les indépendants devraient tomber, tous comme des mouches. Et pourtant, quand je vous vois, ben, vous me semblez plutôt bien portant. Ah ouais, et même très bien portant. Ah, mais parce que j'ai une contre-hypothèse. Et je terminerai là-dessus. Et cette contre-hypothèse, je la dois à un chercheur israélien qui s'appelle Antonovsky. Et Antonovsky nous dit, mais quand on parle de santé au travail, on est toujours négatif. Oui, on a été négatif jusqu'à présent. Moi, le premier. On a parlé de cote de pénibilité. On a parlé, hélas, de suicide, parce que c'est aussi une réalité, le suicide patronal. On a parlé de RPS, les risques psychosociaux. On aurait pu parler des TMS, les troubles musculo-squelettiques. On aurait pu aussi parler du burn-out et de l'épuisement professionnel. Quand on regarde les travaux en santé au travail, c'est germinal.
Ben oui, mais il y a peut-être des facteurs qui sont bons pour la santé, qui génèrent de la bonne santé. Eh bien ça s'appelle des facteurs salutogènes. Retenez le mot, salutogène, par distinction de pathogène. Quels sont les facteurs salutogènes? Eh bien, un des facteurs puissants, c'est le sentiment de maîtrise de son destin. Un homme ou une femme qui a le sentiment, c'est une croyance, à tort ou à raison, mais qui maîtrise son destin, vit mieux et plus longtemps que celui qui est fataliste. C'est important, quand vous avez parlé de sérénité, de positiver aussi les métiers qu'on fait, de développer la fierté de chacun de nos métiers. Moi, je suis fier d'être universitaire, j'imagine que vous êtes fier d'être agriculteur, mais il ne faut pas que ce soit une fierté mal placée, parce qu'il y a des gens qui débordent de fierté. Bon, on en connaît des fois, on ne donnera pas de nom, mais qui ont beaucoup d'amour d'eux-mêmes. Des autres, ils ont tendance à s'oublier. Mais la maîtrise de son destin, ça veut dire que si je réussis, c'est grâce à moi, et si j'échoue, j'assume. Parce que c'est trop facile de dire on a gagné, ils ont perdu. Ça, c'est le mauvais supporter. La maîtrise du destin. Deuxième facteur, ce que les anglo-saxons appellent le hardiness, l'endurance. Ça veut dire quoi l'endurance? Je tombe, eh bien je me lève. Je retombe, je me relève encore. Je tombe 7 fois, je me relèverai 8 fois. Eh bien, figurez-vous que cet homme ou cette femme, qui a finalement cette capacité du rebond, il a été montré que c'est un facteur salutogène. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'un homme ou une femme qui aurait connu le dépôt de bilan, ça existe, eh bien, il ne faut pas le laisser dans cet état de turpitude dans lequel il est. Il faut lui tendre la main et il faut lui permettre justement de rebondir. Et intéressez-vous au portail du rebond, qui est récent, mais le portail du rebond qui regroupe SOS Entrepreneurs, Recréer, Second Souffle, 60 000 rebonds, et l'Observatoire Amaroc que je préside, et qui bientôt feront un événement dans les locaux même de la CCI de Paris. Vous voyez à quel point nous sommes tous en connexion. Eh bien, ce portail du rebond, ce ne sont que des associations à but non lucratif, certaines reconnues même d'intérêt général, mais qui, je dirais, essaient de tendre la main pour permettre à ces hommes et ces femmes qui ont connu la vie d'exploitant de pouvoir rebondir et repartir peut-être plus vite. Ça, c'est extrêmement important. Et enfin, troisième facteur, mais il y en a plusieurs, il faut que j'arrête aussi, l'optimisme. Les optimistes vivent mieux plus longtemps que les pessimistes. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Non? Dites donc. Je vois peut-être un pessimiste dans le fond de la salle qui se dit tiens, voilà une mauvaise nouvelle. Les pessimistes sont souvent dans le fond de la salle. Des fois qu'il y a un feu qui se déclare, je ne sais pas, mais je ne dis pas que tous les gens du fond de la salle sont pessimistes. Ah voilà, ça va, c'est bon, ils réagissent. Et voyez-vous, je terminerai un peu là-dessus, mais parce que quand on fait de la recherche, c'est un métier, on sait à peu près où on va, mais on ne connaît pas forcément le chemin. Parce que la recherche, c'est le chemin, c'est pas le... Peu importe l'objectif. Je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens ou dire ce qui leur plairait. Je suis là pour faire mon travail de chercheur et d'universitaire. Mais avec mon service, on a identifié 2 espèces différentes de pessimistes. Il y a le pessimiste anxieux. C'est terrible, ça. Parce que les anxieux, c'est un trait de personnalité. Ce sont ces hommes et ces femmes, face à la moindre information, ils imaginent le pire. Le pire. Mais, je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi, en général, les anxieux, ce n'est pas des causeux. Ça va, toi? Ouais. Oh. Ils sont là dans leur coin. On appelle ça les atrabilaires. Ils psychosomatisent. Ils se bouffent, je dirais, de l'intérieur. Il y a une deuxième espèce, qui est ce que j'appelle les pessimistes anxiogènes. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Parce que l'anxiogène, c'est un anxieux, mais qui vous irradie d'anxiété. Et on dirait même qu'il en est fier. Et voyez-vous, je vais vous raconter une anecdote. Il y a 20 ans, j'ai commencé ma carrière dans une faculté de lettres. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'une faculté de lettres. Moi, mes étudiants,
C'était des trotskistes, des léninistes, des maoïstes. Bon, j'ai fait de l'entrepreneuriat en milieu hostile pendant 20 ans. Et ce jour-là, j'allais surveiller un examen. Et puis une collègue, alors c'était un long couloir. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et elle arrive à ma hauteur, elle me dit, tiens, qu'est-ce que tu fais là? Je lui réponds, mais je vais surveiller un examen. Et du tac au tac, elle me dit, ah, tu auras assez de papier d'examen? J'aurai assez de papier d'examen. Comment vous dire? Moi, je suis un vieux prof, hein, ça fait des examens. Vous imaginez, j'en ai organisé des centaines et des centaines de fois. Eh bien, je ne me suis jamais, vous entendez? Je ne me suis jamais posé la question, avant un examen, de savoir si j'allais manquer de papier d'examen. Jamais. Mais quand elle me dit ça, je me dis, tiens, c'est pas con comme question. Oui. Et au moment où je me dis ça, je me dis, mais au juste, est-ce que j'aurai assez de papier? Eh bien, l'anxiogène, c'est cette personne que vous croisez en 5 secondes, vous entendez? Elle vous a mis le doute. Mais attendez, elle n'a pas fini. Et puis elle dit, mais tu auras assez d'examinateurs, et si tu as des étudiants qui trichent, et puis elle est partie. Ça vous est jamais arrivé, ça, des fois? Vous êtes bien, puis d'un coup vous dites, tiens, je me sens pas bien. Ça vous est jamais arrivé? Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez vraisemblablement croisé un anxiogène. Alors, comme je suis prof de management, comment on gère les anxiogènes? C'est une vraie question. Et j'ai 2 réponses. La première, et je voudrais que ce soit un message d'espoir. Parce que j'ai bien vu que tout le monde n'a pas rigolé. Hein. Bon. Je les repère maintenant. Bon. Les psychologues vous diront, l'anxiété, c'est un trait de personnalité. Et le problème, c'est que les traits de personnalité, c'est stable. Ah oui, à court terme. Mais pas à moyen long terme. Et si j'avais un message à faire passer, ben je dirais aux hommes et aux femmes qui sont anxieux, parfois de nature et de naissance, eh bien, si vous en avez la volonté, vous pouvez changer. La volonté fait énormément de choses. Certains diraient peut-être même que la volonté fait des miracles. Mais oui, si vous avez la volonté de changer, vous pouvez. Mais peut-être qu'il faut se faire aider. Peut-être qu'il faut se faire aider. Peut-être qu'il faut aller voir un psychologue ou un psychothérapeute, trouver un ami qui a de l'entrain. Mais ne restez pas toute une vie sous l'emprise de l'anxiété. Parce que ce n'est pas vivre que d'imaginer à chaque fois le pire quand une nouvelle vous est donnée. La deuxième méthode, qui a autre chose, c'est d'ailleurs, je pense, la seule chose de maths que j'ai appliquée dans ma vie. C'est la tangente. Vous voyez? La première fois, l'anxiogène vous prend en traître. Et vous l'avez repéré. La deuxième fois, quand vous le voyez arriver de loin, eh bien, vous faites en sorte que sa trajectoire ne croise jamais la vôtre. Vous prenez la tangente, parce que sinon, il va vous filer son stress. Vous étiez bien, et donc vous n'êtes pas bien. Vous comprenez? Et je m'en souviendrai toujours, j'intervenais à la Fédération française du bâtiment à Lorient, et à la fin, j'ai un artisan du bâtiment qui vient me voir, et il me dit, ah, votre définition de l'anxiogène. J'ai dit, vous avez reconnu un collaborateur? Il me dit, non, ma femme. J'avais l'air malin avec ma tangente. Non, mais je veux croire qu'il a opté pour la première solution. Alors j'arrive à la fin de mon propos où tout ce que je vous ai dit est théorique. Je ne me suis pas renié une seule seconde de ce que je suis, un universitaire. Trop souvent, on oppose la théorie à la pratique. Trop souvent, on dit, voilà, il y a des théories fumeuses, et puis la pratique dit la vérité. Ou alors d'autres disent, non, la théorie, elle, dit la vérité. Et la pratique, ce sont des gens qui sont terre à terre et qui ne voient rien. Non, n'opposons pas la théorie à la pratique. Parce que ce n'est que l'avers et le revers de la même médaille. Il me semble quand même que vous avez tout à fait compris ce que j'ai dit. Et pourtant, je peux vous dire que tout ce que je vous ai dit est théorique. Quand je dis théorique, ça ne veut pas dire que c'est inventé. Hein. Ce sont des faits concrets, empiriques. Mais on voit bien qu'à un moment donné, on a besoin de théoriser la PME. On a besoin de théoriser la condition patronale. Et une fois de plus, quand je dis ça, ce n'est pas pour l'opposer à la condition salariale, bien évidemment. Surtout pas en PME. Mais on a besoin de comprendre. Alors, quels sont les résultats que j'ai obtenus? Parce que j'ai fait la mesure de la balance. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Être à son compte,
c'est bon pour la santé. C'est que les facteurs salutogènes pèsent plus que les facteurs, je dirais, pathogènes. Parce que quand on est à son compte, vous ne croyez pas qu'il faut être maître de son destin? Si vous allez voir un banquier qui vous dit, voilà, si je réussis, c'est que j'ai de la chance. Et si j'échoue, ce n'est pas de ma faute. Il ne vous prêtera rien. Deuxièmement, vous ne croyez pas qu'il faut être endurant? Vous ne croyez pas qu'il faut être endurant quand on est à son compte? Moi, il y a 10 ans, quand j'ai créé ma première micro-BNC pour pouvoir facturer, en tant que fonctionnaire, on peut. Je n'avais rien fait. Une semaine après, je reçois une lettre de l'URSSAF. Et c'est pour vous dire, je croyais qu'ils allaient me féliciter. Pourquoi ça vous fait rire? Pourquoi est-il si risible d'imaginer que dans notre pays, un homme ou une femme qui crée une entreprise ne puisse recevoir au nom de l'État les félicitations et les encouragements? Pensez donc. J'ai lu, alors ça commence par sauf erreur de notre part. J'allais dire c'est le seul moment où ils sont polis. Et puis après, je regarde le chiffre en bas à droite, je paye. Et est-ce que vous avez prêté, j'allais dire, attention au logo de l'URSSAF? Il n'y peut rien, on subit le logo des autres. Donc, non, vous faites comme moi, vous regardez le chiffre en bas, vous payez. Oui. C'est extraordinaire parce que le logo est censé raconter une petite histoire. Alors c'est un petit bonhomme, alors c'est un carré qui représente la tête. Vous savez comment il est le bonhomme? Il est comme ça. Alors je me suis dit, vous allez voir l'URSSAF, vous vous faites braquer. Et si vous n'êtes pas content, ils vous mettent la tête au carré. Il faut leur dire de changer le logo. C'est un peu fort. Il faut être endurant quand on est chef d'entreprise. Et enfin, l'optimisme. Quand on investit, vous avez beaucoup parlé d'investissement, mais l'investissement, c'est une fonction qui, de manière endogène, crée de la positivité. Quand on est un formateur, et dans le monde agricole, la formation, c'est fondamental. D'ailleurs, ce sont ceux de la formation qui se sont exprimés. Mais la formation, c'est un pari sur l'avenir. Sinon, on perdrait notre temps. Et donc, on voit bien, on est des créateurs. Mais bon sang, le mot créateur, c'est un mot religieux. Le créateur. Eh bien, on dit pour un homme ou une femme qui crée une entreprise que c'est aussi un créateur. Mais vous vous rendez compte à quel point tout ceci s'apporte? Et on voit bien qu'effectivement, tous ces facteurs-là pèsent davantage. Et il y a un seul bémol, c'est que quand on a mesuré les écarts types, vous avez une plus grande variabilité. C'est-à-dire que les indépendants ont des hauts très hauts, mais ils ont des bas très bas. Et toute la question que je pose en guise de conclusion, c'est quels sont les filets de sécurité que nous devons construire collectivement pour éviter que l'un d'entre vous ne craque. Et je reviens, pardonnez-moi si je plombe l'ambiance, mais je reviens au propos initial qui nous réunit aujourd'hui. Ce qui doit nous mobiliser, c'est que l'un d'entre vous puisse à un moment donné craquer et partir de notre société, de la communauté des humains, que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre, que vous soyez grand ou que vous soyez petit, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Un homme ou une femme qui met fin à ses jours doit toujours nous mobiliser pour pouvoir tendre la main. Et si demain on arrive, par nos réflexions, par nos travaux aussi, parce qu'on écrit, à faire avancer cette question de la souffrance patronale et de trouver des solutions et des filets de sécurité, alors là, je pense qu'on aura avancé pour faire de notre société une société plus bienveillante. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci. Ça va ? Merci, M. Torres. On a vraiment assisté à une brillante et chaleureuse intervention et on avait l'impression d'être au spectacle, si je peux me permettre. Bravo sur le fond et sur la forme. Très bien. J'ai envie de dire que presque exceptionnellement, on respecte les horaires, malgré une intervention enflammée, mais on est dans les clous. Donc on peut, peut-être avant de donner la parole à M. Restineau, prendre, je suppose qu'il y en a, des réactions, des commentaires, des questions. Alors, Claire, Bernard... Anne, pardon. Anne Gontier,
vice-présidente de Chambre d'agriculture et présidente de l'EPL Fontaine-Sud-Bourgogne. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Je vais être forcément réductrice parce que je n'ai pas du tout votre prosélytisme et votre élan. Je souligne et je salue votre prestation qui était admirable. Moi, nous avons rencontré mon directeur et moi, Gérard Filoche, je pense. Parce que je suis dans un lycée agricole où nous avons des jeunes que nous essayons d'inculquer pour eux le travail bien fait et le travail tout court. Or, il se trouve que nous sommes, nous aussi, en viticulture. Alors, je suis productrice de lait et céréales en GAEC avec 2 fils. Je ne fais pas de viticulture, mais je sais ce que c'est. Et il se trouve que nous envoyons des jeunes faire les vendanges chez des collègues, chez des voisins, etc. Seulement, ça ne plaît pas à Gérard, voyez-vous. Et notre cher Gérard a remarqué que le lycée de Fontaine envoyait des jeunes. Je suppose que Davaillé doit être dans le même cas, peut-être. Enfin bref, ça ne me concerne pas. Et mon cher Gérard nous a écrit et nous a dit il faut que ça cesse parce que c'est du travail dissimulé d'envoyer des jeunes faire une journée de vendange. Vous comprenez, alors ils avaient quelques subsides pour payer leur voyage où ils étudiaient autre chose. Et on se disait très gaillardement, mon directeur et moi, et d'autres, et la communauté éducative, on se disait que d'emmener des jeunes travailler et leur faire découvrir le monde des vendanges et du vin, c'était une bonne approche du travail bien fait. Or, voilà, nous sommes confrontés à un curieux dilemme qu'aujourd'hui, on empêche les gens de travailler, on se pose des questions. Ceux qui ne font rien, ils ne dérangent jamais personne. Ceux qui travaillent, on les assassine de toutes sortes, et notamment les jeunes qu'on essaye de former du mieux qu'on peut, parce qu'il y a toujours des imperfections partout. Et je me dis, mon cher Gérard, qu'est-ce qu'il faut qu'on en fasse ? On ne va pas le mettre dans notre fosse à lisier parce que ce serait bien malvenu. Mais quelquefois, on aurait envie, monsieur le préfet, voyez-vous, vous êtes tout nouveau, tout jeune, tout frais ici, mais... Et déjà que, voilà, les problèmes s'amoncellent devant vous. Il n'y a pas que celui-là, il y en a beaucoup d'autres, malheureusement. Vous auriez dû m'appeler tout de suite. Oui, parce que les vendanges... Et en plus, on entendait sur les... J'étais en train de faire les vendanges, mais... J'entendais dans ma voiture des viticulteurs qui retardaient la date des vendanges parce qu'ils ne trouvaient personne. Et il y a beaucoup de travailleurs étrangers du coup, parce que c'est peut-être plus facile de les employer que les Français. Et après, on dit, il n'y a plus de travail. Alors voilà. Mais Peut-être. Oui. Il y a d'autres questions, Oui. on va peut-être toutes les prendre. Oui. Et je voudrais vérifier, compte tenu de votre enthousiasme et de votre dynamisme, je voudrais vérifier si la directe est représentée ici. Non. Ça vous laisse plus de... D'accord, très bien. Alors, il y avait Bernard. Oui. Oui, alors, on m'a demandé de me lever, alors je pense que c'est pour la caméra. Je ne sais pas où je dois regarder. Ici. Oui, c'est désagréable, mais enfin bon. Oui, je vous remercie pour vos brillants propos et je remercie aussi... Ah oui, pardon. Oui. Alors, Bernard Moreau, donc j'ai la responsabilité des employeurs de main-d'œuvre dans le syndicat représentatif du département. Voilà. Donc, je remercie déjà Michel pour ses propos sur l'accompagnement d'un salarié au sein d'une exploitation. C'est effectivement un binôme intéressant. Mais mon propos va être un peu différent et rejoint un peu celui d'Anne. Pour être président des employeurs depuis malheureusement très longtemps dans le département, j'ai connu un certain nombre d'épisodes différents. Et j'ai connu le passage aux 35 heures. Donc ne voyez pas dans mes propos quelconque jugement politique. Il n'en reste pas moins que pour moi, j'ai vraiment la sensation que le passage aux 35 heures a transformé complètement la perception du travail dans notre pays. Et pour avoir vécu quelque chose de très difficile finalement à négocier dans le département, nous avions avant les 35 heures ce qu'on appelait une convention de forfait, qui était un contrat de travail adapté aux exploitations d'élevage et qui permettait de travailler, enfin de faire le travail, on va dire. Voilà, dans l'exploitation. On ne va pas entrer dans les détails, mais ça permettait de faire le travail. Malheureusement, on a eu beau se bagarrer, les 35 heures sont passées par là et il y a une réglementation qui a entouré le droit du travail.
Et ce contrat de forfait a volé en éclats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des horaires rigoureusement respectés et que dans une exploitation d'élevage, c'est problématique. C'est extrêmement problématique et ce qu'on se rend compte aujourd'hui, malheureusement, c'est qu'il y a de moins en moins de salariés embauchés dans les exploitations d'élevage. On essaie de trouver d'autres solutions. Donc je voudrais savoir si pour vous, vous avez la même perception du passage aux 35 heures. Et je crois que ça a été quelque chose de déterminant pour l'approche du travail. Et par rapport au vécu sur l'exploitation, parce que c'était la deuxième partie de votre propos, quand on est chef d'exploitation, que l'on a des salariés qui font 35 heures, et que vous faites toutes les semaines 55-60 heures, voilà, je ne fais pas de dessin non plus, ça pose un problème. Je vais être très bref dans ma réponse. Ce que vous dites, je l'ai entendu chez les commerçants. Moi, je suis en Occitanie, le tourisme est une notion très importante. Donc, les saisons estivales, où il faut travailler beaucoup, et puis l'hiver, plus calme. Oui, effectivement, je pense que là... On a, vous savez, le professeur Anton Mattei, qui est professeur de droit, vous dira, et puis d'autres, que le code du travail a été construit là sur le modèle de la grande entreprise. C'est-à-dire, c'est le lien de subordination, et donc on est parti de là. Mais quand on est dans un travail d'ouvrage, comme c'est dans les petites affaires, on est mal dans cette vision bureaucratique et comptable du travail. Et s'il n'y a pas une confiance, eh bien effectivement, on est dans une suspicion permanente. Et ça, c'est pénible, psychologiquement. Je ne veux pas faire non plus du small is beautiful, hein, parce qu'il y a aussi des fois des patrons de PME pour lesquels je ne travaillerai pas plus de 2 jours. Hein. Mais on voit bien que le rapport au travail est complètement différent. Et mais il faut voir aussi, il y a quand même des réformes qui sont en train de se préparer. Hein. On en parle beaucoup, donc ayons aussi l'espoir de voir ce que les gens qui viennent d'arriver aujourd'hui, qui me paraissent au moins de bonne volonté, vont faire. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Alors après, il y a aussi les contraintes. Hein. Voilà. Si ça peut vous remonter un peu le moral. Je suis d'accord avec vous. Alors Michel et Claire Juillet, vous devez avoir Patricia. Je vais vous attaquer par derrière. Michel Roux encore, excusez-moi Olivier. Oui, moi je voudrais répondre, pas répondre, mais par rapport à ce que disait Anne concernant le contrôle qui a été mené en 2016, hein, c'est pas un contrôle 2017. Effectivement, c'est dommage que les jeunes ne puissent pas aller faire, en l'occurrence, une journée de vendange dans une exploitation viticole. Mais il faudrait peut-être voir avec la directe, parce que moi j'ai lu le PV du contrôle. Dans le PV du contrôle, il y a des choses comme quoi il y avait un seul tuteur qui était nommé dans l'entreprise, c'est-à-dire le chef d'exploitation, alors qu'il y a 4 salariés permanents. Et chaque tuteur ne peut avoir que 3 stagiaires sous sa responsabilité. Mais si on met les 5 personnes tuteurs, ça fait 5 x 3, 15, et il se trouve que le groupe des jeunes a été composé de 16. Donc on n'est pas loin de la vérité. Alors moi je vous engagerai à voir la directe, il y a sûrement des choses à faire. Anne a raison, les vendanges cette année sont des vendanges précoces, et on ne trouve pas forcément les vendangeurs habituels disponibles. Donc si les jeunes de lycée peuvent y aller... tant mieux, mais je pense qu'il faut voir le PV de ce contrôle. C'était bien le cadre d'un contrôle. C'est-à-dire un contrôle, forcément faire sortir les règles. Et puis derrière, c'est aussi la lutte contre le travail illégal. Il ne faut pas oublier que le travail illégal, c'est absolument pas acceptable. Et c'est aussi créer de la concurrence déloyale entre les viticulteurs, entre ceux qui respectent les règles et ceux qui ne respectent pas les règles. Voilà. Je pense qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Je peux, parce que je voulais... En fait, j'avais... Excuse-moi de t'interrompre. Je pense quand même que, outre les intervenants inhabituels, le sujet qu'a évoqué Anne, c'est une lettre assez froide et glaciale de l'inspectrice du travail qui rappelle, avec un certain nombre de points, une situation décrite comme apocalyptique, inadmissible, et dont il serait bien... et dont le lycée de Fontaine ferait bien de s'inspirer pour ne jamais reproduire ça. Donc c'est un peu comme tout à l'heure le logo de... voilà, je pense qu'il y a dans cette affaire-là le fond et la forme. Il est possible que la situation un peu éclairée
amène à dire peut-être qu'il faudrait voir un peu les conditions, mais je trouve que pour le moins, ce type de courrier me semble assez inapproprié et malvenu. Quand il faudrait voir la directe, il se trouve qu'on a rencontré le nouveau directeur à son initiative, et c'était un contact intéressant. Ce sujet a été évoqué. Pas senti une marge de manœuvre très ample. Hein. Bon, voilà, refermons la parenthèse. Je voulais le dire parce que je pense que la directe n'a peut-être pas forcément besoin d'allier, par ton expression, Michel, sur ce sujet-là précis. Non, mais Pardon. Voilà. Là-dessus, moi, j'ai pas d'avis particulier, mais il me semble que c'est la première des choses. Et si ça a déjà été fait, contact. Hein, voilà. Mais je voulais parler du compte pénibilité, parce que le compte pénibilité, moi, je l'ai défendu ici face à une motion qui était présentée par la FDSEA et les JA. Voilà, le compte pénibilité, c'est quelque chose, c'est le début de quelque chose. On voit bien qu'il évolue, mais il faut aussi prendre en compte, et vous parliez de justice, le fait que un ouvrier à la retraite vit en gros 7 ans de moins qu'un cadre. Donc il y a une forme de justice à ce qu'il puisse bénéficier d'une retraite plus précoce. Et puis le compte pénibilité, c'est aussi un droit, notamment pour les salariés de TPE où c'est difficile, un droit d'accès à la formation privilégié. Et un droit d'accès à la formation, ce sont des entreprises qui seront plus performantes. Et pour l'avenir de nos entreprises en production agricole notamment, c'est un atout. Donc moi je vois le compte pénibilité comme quelque chose, alors je m'exprime à titre personnel plus que syndical, là, enfin, quelque chose qui peut évoluer, c'est le début, on a mis la graine et puis voilà, on va voir ce qu'on va en faire de cette pénibilité. Et je voudrais dire aussi que concernant ce que vous avez dit concernant l'accompagnement de l'exploitant par quelqu'un de compétent qui puisse reprendre une partie des tâches qu'effectue cet exploitant. Il y a une étude très intéressante qui a été menée en viticulture par le C2R. Alors, c'est pas tout jeune, ça date de 2008. Donc, le C2R, c'est le conseil régional de l'époque, le conseil régional de Bourgogne, et qui montrait que dans les exploitations viticoles, on avait besoin d'un second exploitation. Alors, ça peut être un associé, mais ça peut être aussi un salarié. Et quand je parlais de polyvalence tout à l'heure, on est bien dans le cas. Ah, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Juste une remarque sur les bonnes intentions au départ qui se traduisent par des injustices aussi. Il me semble que c'était la loi Hamon qui a institué un plafond sur le nombre de stagiaires dans les entreprises, qui n'existait pas avant. On a voulu lutter contre la stagiarisation. Et je crois qu'aujourd'hui, une entreprise n'a pas le droit d'avoir plus de 20% de son effectif sous forme de stagiaires. Mais écoutez, vous vous appelez Renault, 20% de 130 000, ça fait 26 000. Eh bien, le groupe Renault n'atteindra jamais ce plafond. Vous êtes une petite start-up de 10 salariés qui développe de la croissance et qui crée une promesse d'emploi pour les jeunes extraordinaire. Eh bien, cette petite start-up n'a pas le droit d'avoir plus de 2 stagiaires. Voilà, enfin, on est aussi un pays où on veut mettre des plafonds, des planchers, des cadres un peu partout. C'est cette vision bureaucratique du monde qui, aujourd'hui, compte tenu des changements, c'était le sous-titre, l'agriculteur face à de nouvelles complexités. C'est pas moi qui l'ai mis, ce titre, c'est vous. Vous pensez que c'est en bureaucratisant davantage le monde qu'on répondra à cette complexité ? C'est pas que je veux y assister pour que Claire, mais elle a demandé la parole en premier, ça tourne. Je pense il faut, voilà, et puis Chantal, vous prendrez la parole après, si ça vous ennuie pas. Oui, alors Claire Juillet, je suis de la coordination rurale. En fait, le débat sur les vendanges, là, illustre bien ce que vous avez dit, c'est-à-dire que la totalité des textes sont faits pour un modèle de grande entreprise. Et on touche là précisément les limites de ce modèle-là. Alors, moi, dans votre intervention, il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellée, c'est quand vous décrivez comme facteur salutogène la maîtrise de son destin. Alors en fait,
moi, je l'aurais, enfin, je suis pas universitaire comme vous, hein. Moi, je l'aurais pas dit comme ça, pour une raison simple, c'est que je pense vraiment sincèrement que la volonté de maîtrise absolue de son destin est un facteur de stress et empêche les gens de lâcher prise et parfois peut les conduire à des extrémités pas très agréables. Et j'aurais plutôt parlé d'une volonté de choisir son destin, qui me paraît moins lourd à porter pour les gens. Donc je voulais savoir ce que vous en pensez. Vous avez raison tous ces facteurs salutogènes sont bien jusqu'à une limite, en fait. On peut faire la même analyse que vous venez de faire avec l'optimisme. Parce que le biais d'optimisme peut devenir dangereux pour la personne. C'est l'optimiste béat, en quelque sorte. Hein, l'endurance, c'est bien, mais si ça confine à l'entêtement, ça peut aussi se retourner. Donc vous avez raison de dire qu'effectivement, après, bon, j'ai eu beaucoup de temps, mais effectivement, il y a aussi il y a une limite aux vertus de ces facteurs-là. Mais dans l'ensemble, il a été montré que quelqu'un qui a plutôt ce sentiment de maîtriser son destin, ou de choisir son destin, comme vous le dites, c'est plutôt bon. Voilà. Mais effectivement, poussé à l'extrême, ça pourrait devenir presque quelque chose qui est inhumain, en fait. Il y a toujours une part d'aléa. Très bien. Merci. Chantal. Rapidement puis... sur la directe, hein. 2 mots sur la directe. Moi, je suis assistante sociale à la MSA Bourgogne-Franche-Comté. Je travaille évidemment 45 à 50 heures par mois, hein, auprès des agriculteurs, et par semaine, pardon, et donc auprès des agriculteurs et des salariés agricoles, en fonction de l'autonomie Orient, là c'est le bûcheronnage, une de mes préoccupations. Où est le manque de fond de ce profil parti? Où est la directe? Où est la directe? Il y a plus de... Où est l'inspection du travail? Certes, l'État doit faire des économies, ça j'entends bien, mais jusqu'où? Dans le bûcheronnage, tout le monde fait tout et n'importe quoi, n'importe comment, avec la bénédiction de l'État. Voilà ce que je voulais dire sur la directe. Rien à dire. J'ai pas trop de choses à dire. Oui, il y a l'abbé de Villars qui va s'exprimer, et puis on pourrait peut-être bénéficier de la deuxième intervention, réouvrir un débat, mais vous répondrez là peut-être. Alors, vous m'excuserez, je suis peut-être un corps étranger. Pas à ce point-là. Mais il y a eu tellement d'allusions bibliques que je me sens dans l'obligation, non pas de faire un prêche, mais plutôt un témoignage. Donc, je suis prêtre à Mont-Solémine. On a 2 paroisses. On a fait 3 obsèques d'agriculteurs qui ont mis fin à leur jour en 2 mois. Donc, ça ne peut pas ne pas nous interroger. Bon, par ailleurs, je suis fils d'éleveur et je suis passionné par ce métier. J'adore le bocage de Saône-et-Loire. Et voilà. Je voudrais, malgré mon point de départ très douloureux, peut-être insister sur l'aspect optimisme. Et il me semble, pour être optimiste, qu'il est bon d'avoir des perspectives d'avenir et du sens. Alors, à propos du sens, ça a été déjà... Il y a eu des allusions, mais je crois que beaucoup d'agriculteurs sont mis en difficulté par les évolutions culturelles du monde, où on dit en gros aux agriculteurs, vous êtes des empoisonneurs, vous êtes des pollueurs de la planète, vous faites souffrir vos animaux quand vous en avez, et ça, je pense que c'est très destructeur. On n'en parle peut-être pas tellement, mais au fil des émissions, au fil des articles, enfin tout ça, je pense que ça finit par poser des questions sur, finalement, ce que je fais,
toute l'énergie que je dépense, mais c'est pourquoi. Voilà. Alors, ça c'est... J'insisterai sur l'aspect un peu... Il y a en effet une crise morale, c'est vrai, une crise du sens. Voilà, alors après, je ne vous raconte pas suite à quels épisodes, mais il me semble qu'il faut que les agriculteurs aient des perspectives d'avenir, et d'un avenir qui ait du sens. Alors, je vais en arriver un peu à la question du photovoltaïque. Donc, je fais un saut, mais je me dis que là, une nouvelle mission pourrait être vécue par beaucoup d'agriculteurs, beaucoup d'éleveurs, c'est de devenir producteurs d'énergie propre. Outre que cela peut apporter un revenu complémentaire, mais cela peut donner un sens nouveau et, j'allais dire, une dignité à beaucoup d'entrepreneurs dans le monde agricole. Et je me réjouis en ce sens-là que la Chambre d'agriculture prévoit un rallye pour faire visiter des réalisations photovoltaïques. Et je souhaite que les institutions qui sont représentées ici s'interrogent par rapport à cette question-là pour soutenir... voilà. Je sais que ce sont des questions complexes, techniquement, financièrement, mais je crois qu'il y a une question de sens, de dignité importante pour l'avenir, et j'allais dire de notre bocage en Saône-et-Loire. Donc, je vous ai dit, j'étais à Monceau-les-Mines, j'en ai presque fini. Hein. À un moment donné, on a dit... à Monceau, j'y suis allé en 1966. À l'époque, il était question de la fermeture des mines. On disait, la mine ne fermera jamais. Bon. Je reviens au bout de 40 ans, la mine est fermée, et il y a une situation de pauvreté immense. On est passé de 35 000 habitants à 19 500 habitants, à peu près. Et je ne voudrais pas que cette opération-là se renouvelle dans le Charolais, dans le Brionnais, dans le Morvan, que petit à petit, les champs deviennent des buissons, puis des forêts. Donc il y a un très beau projet qui est de dire, on va inscrire les bocages dans le patrimoine mondial de l'humanité. Magnifique, merveilleux. Mais il faut en prendre des chemins. Donc voilà. Je crois qu'il y a un avenir, mais il faut réfléchir à cet avenir et en prendre les moyens. Voilà. Merci.